enfin, il y a l'Europe et il y a l'Union européenne. Et souvent, on vous explique que le Rassemblement national est contre l'Europe. C'est faux. Nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe, il ne faut pas oublier que c'est quand même le berceau de notre civilisation, tout le monde est d'accord pour le dire. C'est une réalité civilisationnelle, c'est une réalité historique, c'est une réalité géographique. C'est quelque chose dont nous sommes extrêmement proches et dont nous sommes fiers. C'est une union de nations et de peuples libres, alors que l'Union européenne, c'est une construction, on va l'étudier ce soir, politique, technocratique, idéologique. Donc il ne faut vraiment pas mélanger les deux choses. Ils ne peuvent pas être membres d'une institution gouvernementale. Ils bénéficient d'une immunité destinée, mais comme alors c'est une immunité qui est garantie par le statut de député européen, mais dans la pratique c'est la loi. Chaque député bénéficie de l'immunité telle qu'elle est définie dans son pays. Donc suivant si vous êtes député allemand, français ou roumain, vous avez une immunité mais qui n'est pas appliquée de la même manière. On peut un peu s'interroger sur la cohérence de la chose. Il touche d'une indemnité qui est fixée par l'Union européenne et qui est réglée par l'impôt européen. Comment ? Le montant de l'indemnité, sur Internet, c'est 6 000, ouais, 6 000 quelque chose. Après impôt, et ils peuvent être soumis à la CSG en France et tout, suivant les revenus qu'ils peuvent avoir par ailleurs, etc. Enfin, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Ils sont un peu tous en guerre avec l'administration fiscale. Donc les députés siègent au sein de groupes politiques qui choisissent, alors non pas en fonction de leur nationalité, mais en fonction de leurs affinités politiques. Et puis il y a un certain nombre de députés qui n'ont pas de groupe, parce qu'il y a des conditions pour faire un groupe, et ceux-là ils siègent dans un groupe, en fait c'est quand même un groupe des non-inscrits. Typiquement chez nous, par exemple, Jean-Marie Le Pen et Bruno Gollnisch siègent dans le groupe des non-inscrits, où ils se retrouvent avec Philippot et Montel, par exemple. Et alors que les autres députés du Rassemblement national siègent au sein du groupe ENL. Donc là, vous avez les différents groupes. Pour info, le PPE, c'est là où siègent nos amis républicains UDI. Les sociodémocrates, c'est là où siègent nos amis du Parti socialiste. La France insoumise, en général, siège à la GUE. Les Verts, avec les Verts, voilà. Et le groupe EFDD, c'est le groupe de Nigel Farage, c'est là où siègent, on va dire, les sympathisants de Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, et c'est là où a atterri Philippot récemment. Alors, pour former un groupe politique, il faut au minimum 25 députés de 7 nationalités différentes. Donc, c'est des contraintes quand même importantes. Nous, le groupe Europe des Nations et des Libertés, on a 35 députés de 8 nationalités différentes. Si vous descendez en dessous des plafonds, votre groupe est dissous, hein, il n'existe plus, il est mort. Il n'y aura plus d'anglais bientôt. Il y aura mais alors nous on a une anglaise. Oui, mais justement, on aura cette nationalité, c'est un peu limité. Exactement. On sera juste au plafond. Si on perd un député italien ou français, c'est pas grave. Justement. Si on perd par exemple notre député allemand, voilà. C'est compliqué. Donc le Parlement, il a une fonction législative, mais finalement, il a une fonction législative indirecte parce qu'il n'a pas l'initiative des lois. Le Parlement, les députés ne peuvent pas décider d'adopter un texte sur tel ou tel sujet. Le texte arrive forcément de la Commission. Et en plus, à chaque fois, ils votent aussi avec le Conseil de l'Union européenne. Alors au final, c'est le Parlement qui décide si le texte est adopté ou pas, mais c'est la Commission qui décide du texte, c'est validé par le Conseil de l'Union européenne, et après ça arrive sur le bureau du Parlement. Donc ça a le temps d'être modifié en ce temps. Juste à droite de veto. C'est ça. Ils ont exactement le même pouvoir à ce niveau-là, et même dans certains domaines, le Conseil de l'Union européenne a plus de droits que le Parlement. Et il y a d'autres sujets aussi où le Parlement n'a qu'un avis à donner, alors que le Conseil de l'Union a vraiment un vote à faire. Donc le Parlement, il y a une fonction budgétaire aussi, mais là encore, c'est la Commission
qui établit le projet de budget et le Parlement le vote avec le Conseil de l'Union toujours. Voilà, il a des pouvoirs assez limités. C'est-à-dire qu'il peut amender un peu les textes, mais il ne peut pas les refaire intégralement. Il a une fonction internationale, le Parlement, parce qu'il doit être consulté pour l'adoption des traités. Mais là encore, c'est une consultation. Mais il a un droit à l'information aussi, mais ça on s'en fiche un peu. Et puis il a une fonction de nomination, puisqu'il ratifie la nomination des équipes dirigeantes, des présidents, des vice-présidents, etc., des autres institutions, avec des modalités compliquées. Vous allez voir, c'est un millefeuille complet. Après le Parlement, on passe au Conseil européen. Donc là, alors attention, parce qu'il y a le Conseil européen, il y a le Conseil tout court ou Conseil de l'Union européenne, qui est un espèce de Conseil des ministres, puis il y a le Conseil de l'Europe qui est là, mais ça c'est encore autre chose. Derrière le Parlement. Pour le grand public, c'est tout. C'est simple, c'est clair, une grosse salade, ça. incompréhensible pour le grand public. Donc là, je vous parle du Conseil européen, qui est donc l'institution des chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est les présidents et les premiers ministres de chaque gouvernement qui sont représentés. Alors ils se réunissaient un peu de manière informelle depuis 61. Et puis finalement en 86, il y a eu l'officialisation, l'institutionnalisation du Conseil. Et puis en 2009, une vraie fonction lui est donnée, donc c'est de donner les impulsions nécessaires au développement de l'Union, définir les orientations et priorités politiques générales. Le président actuel, c'est un Polonais, Donald Tusk. Les décisions alors, sont prises à l'unanimité, mais en fait, c'est pas de l'unanimité, c'est du consensus. Je te discute le bout de grain, on bouge un peu, ok, on est tous d'accord, allez, ça va bien se passer. Voilà. Donc c'est l'expression d'une volonté commune et finalement, voilà, ils travaillent tous ensemble pour arriver à une volonté, mais c'est pas un organe démocratique du tout. Alors lui, il n'a pas de fonction du tout législative. Il fait partie des institutions qui désignent un certain nombre de responsables de l'Union européenne. Et puis la démission aussi quand un État membre viole un État de droit, quand il y a une procédure de révision des traités, etc. C'est vraiment le lieu de réunion des grands pontes des États membres qui se déchargent au fur et à mesure de leur souveraineté. Donc on ne sait même pas encore pourquoi ils sont là. Donc on en vient au Conseil de l'Union européenne. Donc celui-là, il a un rôle beaucoup plus important, puisque finalement, il a le rôle du Parlement et plus. Alors, il est composé de ministres des États membres, de ministres qui sont habilités à engager leur État d'origine. Il y en a un par État membre, et puis la Commission participe à ces travaux. Donc il a, avec le Parlement, le pouvoir législatif et budgétaire, dans certains domaines, c'est lui qui légifère, mais pas le Parlement. Alors il y a une présidence tournante, c'est une troïka de 3 États sur 18 mois. Donc c'est par tranche de 6 mois. Actuellement, on est donc sous présidence autrichienne, précédée par la Bulgarie, qui sera suivie à partir de juin 2019 par la Roumanie. Non, c'est 2017, pardon, je me suis trompée dans les dates, et donc ce sera juin 2019, et là c'est 2017. Et la France deviendra présidente à nouveau en 2022. Alors je vous présente rapidement aussi, il y a encore 3 organes consultatifs. Le Comité économique et social européen, c'est comme le CESER en France, auquel on a droit au Conseil régional, 350 membres, 5 ans, qui est consulté sur des questions économiques et sociales et il émet des avis. Donc il a des consultations obligatoires sur certains sujets et puis après il peut émettre des avis sur tout ce qu'il veut. Là c'est les gens qui justifient un peu de leurs émoluments. Il y a un comité des régions, pareil, 350 membres. Alors là c'est un peu plus important parce qu'il représente les autorités locales et régionales. Il est consulté obligatoirement dans un certain nombre de domaines. Il peut évidemment faire des études sur tous les sujets de son choix. C'est assez important parce que, comme il représente les collectivités locales, il a pour objectif de veiller à ce que le principe de subsidiarité
soit respecté. Le principe de subsidiarité, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est le principe qui veut que si l'action peut être prise plus bas, au plus bas de l'échelle, c'est mieux. Et ça doit rester comme ça jusqu'à ce qu'il soit prouvé que si elle est prise au-dessus, c'est encore mieux. Donc ça permet de garder un certain nombre de choses, on va dire, un peu de manière locale. Et puis, le troisième organe consultatif, c'est le médiateur européen. Donc lui, il est là pour mener des enquêtes sur les actes de mauvaise administration des institutions. Récemment, par exemple, il est monté au créneau pour la désignation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le chef de cabinet de Juncker, le président de la Commission, a été nommé secrétaire général de la Commission. Et donc le médiateur européen a considéré qu'il y avait 4 problèmes de conflit d'intérêts, c'est 4 problèmes dans la procédure de nomination et en particulier des conflits d'intérêts. On a déjà vu pas mal d'institutions, hein, mais c'est toujours pas fini. Il y a des organismes de contrôle maintenant. La Cour de justice et la Cour des comptes européenne. À la Cour des comptes européenne, une par État membre. Alors elle s'occupe de faire l'audit des comptes, le rapport annuel, etc., comme un expert comptable dans une entreprise. Mais au niveau de l'Union européenne. Et puis la Cour de justice. Alors elle a des compétences très larges. Il y a la Cour de justice qui est la juridiction de 2e degré, comme une cour d'appel chez nous. Et puis il y a le tribunal de l'Union, qui est comme un tribunal chez nous. Enfin, ils ont quelques compétences qui sont un peu séparées. Maintenant, on a les agences et les organismes spécialisés. Alors il y a les agences européennes, il y en a une quarantaine qui sont disséminées un peu dans toute l'Europe. Vous savez, c'est comme l'agence du médicament, l'agence pour l'alimentation, etc. Elles ont pour objectif de mettre en œuvre, on va dire, sur un plan plus spécifique et technique, les politiques de l'Union européenne. Mais elles ont un impact important parce que c'est tout ce qui touche notre quotidien. C'est les médicaments, c'est l'alimentation, c'est les substances chimiques, c'est l'enseignement, c'est les transports. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et puis il y a le service européen pour l'action extérieure. Alors il a été créé en 2010. En fait, c'est le service diplomatique de l'Union européenne qui travaille avec le vice-président de la Commission, qui est aussi le haut représentant de l'Union, un peu le ministre des Affaires étrangères. Il y a 4000 personnes qui travaillent là-bas, dans les services diplomatiques. Donc ils travaillent sur les traités internationaux, ils les rédigent, etc. Le budget de ce service, c'est quand même 600 millions d'euros par an. Donc les recettes, la contribution des États membres c'est 65%, la TVA c'est 17%, les droits de douane et les prélèvements agricoles c'est 7,5%. Vous voyez là à quoi sont utilisés les fonds. La contribution de la France dans le budget de l'Union européenne, donc on est le 2e contributeur au budget. En fait, là, vous avez la liste des pays et nous, on arrive là. Donc ça veut dire qu'on donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle ne nous en rend. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, on donne 20 milliards d'euros, on en reçoit 9,5. Donc ça veut dire qu'on en perd 8,9 dans le pot commun. Parce que finalement, il vaut mieux donner plus d'argent, par exemple, pour la PAC et en recevoir moins, que de faire une politique agricole française, par exemple, qui nous coûterait que ce qu'on décide d'y mettre. La théorie de l'engrenage, ou la théorie des petits pas, c'est vraiment, comme on ne peut pas revenir en arrière, je te prends la politique monétaire, si j'ai la politique monétaire, je vais prendre le budget. Une fois que j'ai le budget, je vais prendre la politique du travail. Une fois que j'ai la politique du travail, je vais prendre les politiques sociales, les fonctionnaires, l'armée, la diplomatie. Enfin, petit à petit, finalement, je te pique un peu tous tes domaines de prédilection. Les coûts sur 57,9 milliards d'euros, vous voyez, 600 millions d'euros pour 4000 diplomates, alors que l'Union n'est pas un État. Enfin voilà, c'est des chiffres quand même qui donnent un peu le vertige. La Troïka, ça vous avez entendu, les élus du Front National, du Rassemblement National, pardon, le dénoncer un certain nombre de fois, la Commission, au Parlement, au Conseil. Et
puis des compétences qui ne cessent de s'élargir. Voilà, tout ce long exposé pour en arriver là.